Bonjour les amis, aujourd'hui je vais continuer sur les méthodes d'étude du transport chez les bactéries. Bien sûr, on s'est arrêté la dernière fois dans cette partie. Si vous ne comprenez pas bien sûr quelque chose, oui, s'il vous plaît, me faire des commentaires concernant vos questions, vos remarques. Et bien sûr, si vous voulez des améliorations, si vous voulez des trucs il faut que je les améliore, je les change. Vous pouvez bien sûr me demander ce que vous voulez concernant bien sûr le cours et quels sont les cours qui vous intéressent, quels sont les cours que vous voulez que je les fasse après. Pour bien sûr améliorer cette chaîne et voilà je vous remercie de bien faire bien sûr des j'aime et des commentaires et aussi de s'abonner sur la chaîne pour avoir accès à tous nos vidéos. Et voilà. Commençons par les méthodes de transport. Alors, les méthodes de transport, il y a une expérience bien sûr pour avoir une idée sur les méthodes de transport. Alors, on a mis des bactéries avec une substance qui est radioactive, C14, c'est le carbone 14 qui est chargé de radioactivité qui va nous permettre de suivre bien sûr l'activité ou le transport. Et voilà, on a plusieurs filtrations à temps 0, T1, T2 et ATX, donc plusieurs filtrations à travers le temps. Et on a des quantités différentes de la radioactivité dans cette bactérie qui a été mesurée. Et la mesure a été faite pour avoir une courbe comme celle-ci. Et voilà la quantité maximale, c'était ici. La quantité n'a pas été changée après un certain temps. La radioactivité, elle a commencé à augmenter depuis le début et elle a commencé, on a une courbe qui est exponentielle, voilà, à travers le temps. Et voilà, donc l'activité, la quantité maximale 1, 2, 3 et 4, donc c'est la même chose. On a plusieurs, la quantité maximale de 1 et de 2, elle est un petit peu différente. La quantité maximale C4, donc elle est vraiment élevée, donc voilà. Et on a pris les quantités. Voilà, ici, on a un transport actif ou transport passif. Donc, les deux types de transport. La question qui se pose ici, c'est comment distinguer entre les différents types de transport. Voilà, donc comment on peut distinguer entre ces deux types de transport. On a des inhibiteurs métaboliques, ce sont des substances chimiques à action spécifique qui permettent d'éliminer une source d'énergie cellulaire bien déterminée. Les inhibiteurs de la chaîne respiratoire comme le cyanure qui inhibe la cytochrome oxydase. On a des inhibiteurs de l'ATPase membranaire, elle est appelée azoture, elle est utilisée de 1 millimolaire et le DCT, c'est qui réagissent de manière covalente avec la composante F0 de l'ATPase et on a des inhibiteurs de l'ATP cellulaire. Voilà, donc on a différents inhibiteurs qu'on peut faire, ces inhibiteurs qu'on peut faire agir et voilà, donc on peut voir est-ce qu'il y a un transport actif ou passif. Par exemple, si on désactive ou on fait un inhibiteur de l'ATP ou l'ATPase, donc on n'a pas, on suit l'activité on estime est-ce qu'il y a un transport actif ou passif. Bien sûr, l'actif, il ne peut pas y être parce que on a un inhibiteur de l'ATPase membranaire et aussi un inhibiteur de l'ATP cellulaire. Donc, on a juste un transport passif. Voilà.
Et on a aussi des inhibiteurs de gradient électrochimique. Voilà, donc les différents types de gradients. Et voilà, donc vous voyez bien sûr lire ces types des inhibiteurs. Voilà. Et on va commencer la partie suivante, c'est la partie du cytoplasme. On a le cytoplasme, c'est un hydrogel colloïdal composé d'une solution de sels minéraux et de composés solubles de nature lipoprotéique, nucléoprotéique et aussi des lipides. Le pH est compris entre 7 et 7,2. Les principaux constituants de cytoplasme sont les ribosomes, les acides ribonucléiques qui leur sont associés, et on a un matériel héréditaire bien sûr qui est l'ADN ou l'ARN ou les plasmides, les substances de réserve et certains organites spécialisés. Voilà, donc les ribosomes. Qu'est-ce que c'est que ces ribosomes? C'est des granulations sphériques qui occupent tout le cytoplasme. On a un coefficient de sédimentation qui est de 70S. Voilà, donc ils sont constitués exclusivement d'ARN et de protéines. Le pourcentage de l'ARN c'est de 63% et le pourcentage de protéines c'est de 37%. Ces particules, elles peuvent se dissocier entre deux sous-unités. On a deux sous-unités. On a la première, la grande et la petite. La grande, c'est 50S voilà, donc voilà. Et la petite, c'est 30S. Les deux sous-unités sont reliées entre elles par l'intermédiaire de liaisons ARN-protéines et protéines-protéines. Voilà, la structure de chapelet qu'on appelle le polysome et des granulations ou des substances de réserve. On a l'amidon, le glycogène, l'acide polyhydroxybutérique, les granulations métachromatiques, les inclusions de soufre chez les thiobactéries, des inclusions de fer chez les sidérobactéries, des inclusions d'oxyde de fer comme le Fe3O4 chez les bactéries magnétiques. On a les chromatophores et les pigments chez les bactéries phytosynthétiques. Voilà, on a les allobactérium, par exemple, une bactérie appelée Helobacterium qui a les vitamines K2. Non, c'est une bactérie, pardon, c'est une bactérie bactériorhodopside. Et voilà, donc on va s'arrêter ici. Cette partie va être expliquée dans l'autre vidéo. Alors, pour ne pas avoir une vidéo qui est plus longue, pour bien profiter de ce cours. Et voilà, donc je vous remercie. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour me poser des questions, me demander des informations. Et voilà, donc tout ce qui concerne la biologie, je suis à votre disposition. Et à la prochaine, je vous remercie et bonne soirée.